remercie déjà pour avoir organisé cette table ronde. Je trouve que c'est assez intéressant et c'est malheureusement assez rare. Bon, voilà. Moi, la chose dont je voulais parler, et je voulais questionner en particulier l'enseignant breton, je me rappelle avoir vu récemment sur Internet une très belle conférence qui a été donnée, il me semble, à Rennes, par un Corse sur la notion de glottophobie. Et on a regardé qu'une partie de l'image en décrivant ou en déplorant qu'il y avait des problèmes à perpétuer l'enseignement des langues régionales et leur usage, en ne comprenant pas d'où on vient. Moi, je veux juste prendre un rappel, ce pays n'était pas monolingue en 1930. On l'a apparemment, dans la tête de pas mal de gens, un progrès vu qu'ils deviennent monolingues français dans les années 50, grosso modo les derniers gens qui étaient locuteurs natifs et qui ne parlaient pas le français, c'était fini à peu près dans les années 50. Aujourd'hui, un peu contraint, les responsables se rendent compte qu'il faut faire un coup de frein à main et demi-tour tout, parce qu'avec la globalisation, je pense que le monolinguisme, ça va être l'illettrisme du XXIe siècle. Et on comprend, des tas d'études le prouvent, qu'une langue régionale, une langue, quelle qu'elle soit, un bilinguisme précoce, l'approche d'une langue, même sans être bilingue précoce, favorise tout apprentissage ultérieur d'une langue. Aujourd'hui, la glottophobie, c'est quelque chose qui est puni par la loi, il faut le savoir. C'est assez récent, je ne sais pas si la loi est vraiment entrée en vigueur, mais apparemment, quand on fait des remarques à connotation dépréciative sur les langues, c'est quelque chose qui est puni par la loi désormais en France, au même titre que des remarques homophobes ou racistes. Et je trouve que c'est bien. Et je trouve que c'est bien aussi, non seulement que ça existe, mais d'en prendre conscience. Et j'aurais voulu avoir votre réaction là-dessus, parce que si on ne déconstruit pas, à mon avis, ce sur quoi on est basé, on risque de ne pas pouvoir avancer, ou alors, pire, on va avancer sur des non-dits. Et on risque peut-être de ne pas comprendre les phénomènes psychologiques qui empêchent les locuteurs de reparler. Enfin, le breton, en l'espèce, c'est quand même un cas qui est particulièrement parlant. C'est une langue qu'on a voulu éradiquer et qui est malgré tout là. J'aurais voulu avoir votre réaction là-dessus. Juste une précision sur l'auteur du livre sur la glottophobie. Donc vous voyez bien ce que ça veut dire, glottophobie, glotto, langue, idiome, et puis phobie, détestation, haine. Il s'agit en fait de Philippe Blanchet, qui est sociolinguiste à Rennes 2, qui est plutôt locuteur du provençal. Son bouquin est très intéressant, et malgré un titre un petit peu difficile, parce que c'est vrai que l'autophobie, on n'entend pas ça tous les jours, je vous le conseille, c'est un petit bouquin, un format poche, et tout est dit, c'est très concis. Alors, je ne pense pas que ce soit réellement interdit par la loi. Il y a eu toute une petite histoire au Parlement, avec une députée LREM qui voulait mettre un amendement. C'est puni par la loi, vraiment. Ah oui, d'accord, mais là, elle voulait vraiment faire rentrer le mot de glottophobie il y a quelques mois, là. Et puis en fait, elle a fait machine arrière. Alors, dans la loi, on parle de discrimination linguistique, c'est ça. Discrimination, il y a différents types de... Ouais, c'est ça, discrimination linguistique et glottophobie, c'est pas exactement la même chose. À mon avis, la discrimination linguistique, c'est nous qui en sommes victimes la plupart du temps, puisqu'on est obligé de faire qu'une autre langue que celle qu'on voudrait est la seule utilisable au quotidien dans les services publics, par exemple. Pour en finir, alors bien sûr, les courbes que vous connaissiez déjà, que je vous ai montré tout à l'heure, de descente aux enfers dans la langue bretonne au XXe siècle, on sait bien que c'est pas arrivé comme ça par le Saint-Esprit, mais en revanche, ça ne peut pas simplement... Enfin, la victimisation ou l'auto-victimisation ne peut pas nous servir tout le temps de justification pour réclamer. Il faut qu'on demande des droits. Quelqu'un comme Tanguy passe énormément de temps parce qu'il est très calé sur tout ce qui est juridique à demander des droits, mais il ne faut jamais oublier que nous, on a une responsabilité aussi. Quand je vous ai montré ces courbes-là où on voit les Alsaciens demander du bilinguisme pour leurs enfants à 25, 30, 40%, les Basques du Nord qui font la même chose, les Alsaciens, on peut se dire, bon, c'est important de parler un dialecte de l'allemand pour pouvoir aller travailler de l'autre côté du Rhin.
Les Basques, c'est un petit peu vrai, mais quand même moins. Comment ça se fait qu'en Bretagne, ça ne prend pas? Puisque vous avez vu que 33% des gens voudraient ou souhaiteraient que leurs enfants apprennent le breton. Comment on peut avoir 3% d'un côté et 33% de souhait de l'autre côté? Moi, j'ai pas de réponse d'ailleurs. Hein. J'ai pas de réponse, mais la seule réponse, c'est de dire, certes, il faut que nous sachions que chaque personne en Bretagne connaisse exactement l'histoire de l'attrition de cette langue, certainement, ça c'est un dû, mais ensuite, c'est aussi à nous-mêmes de nous prendre en charge, beaucoup plus qu'on le fait, à mon avis. Et je voudrais juste ajouter que ce qui est valable pour le breton est valable aussi pour les autres langues régionales. Et je pense qu'il faut vraiment travailler dans la formation des acteurs éducatifs dès la petite enfance sur les représentations des langues, parce qu'il y a dans les formes de bilinguisme beaucoup de bilinguismes qui ne sont pas considérés comme tels. Hein. Il y a des formes de bilinguisme qui sont valorisées. Quand on parle l'anglais, c'est évident que c'est un plus. Et puis il y a des bilinguismes qui sont encore trop souvent invisibles quand ils ne sont pas considérés comme nocifs. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire dans la formation des professionnels pour qu'ils puissent, pour que, comme le dit Christine Hello, pour que les professionnels de l'éducation puissent oser nommer tous les enfants en contact avec plusieurs langues comme bilingues, actifs ou en devenir, quelles que soient les langues parlées en famille. Je prends la parole à mon tour. Je vous remercie moi aussi de cette table ronde qui est quand même assez exceptionnelle, il faut le dire, surtout à Paris. À l'occasion de la fête de la Saint-Yves, donc effectivement le breton est un peu en avant, mine de rien. J'aimerais donner effectivement un exemple ou deux par rapport à la situation. On ne peut pas mélanger toutes les situations. La situation de quasiment chaque langue est différente, même si c'est l'État qui est là, qui donne le change. En ce qui concerne le breton, on a vu qu'à Carhaix, en Centre-Bretagne, on est très attaché à la langue, on la parle depuis très longtemps et elle est très parlée, mais qu'on est beaucoup moins attaché à sa transmission aux jeunes générations. Comme si l'idée qu'on a depuis quelques décennies, que finalement, transmettre cette langue-là ne servira pas. Si ce n'est que ça fera même régresser les enfants. Ça a été pendant longtemps l'idée, la transmission du breton. Transmettre le breton, ce serait quelque chose de très nocif pour les petits, puisqu'ils n'arriveraient pas à évoluer mentalement et évoluer dans la société. Donc ça, c'est un peu étrange de retrouver un peu cette vision des choses. Le point sur pourquoi, en ce qui concerne le breton, pourquoi il y a si peu de gens qui réclament à corps et à cri, comme vous venez de le dire, plus pour le breton. Eh bien, c'est très difficile à... Il y a beaucoup de sociologues qui ont travaillé là-dessus, mais c'est assez difficile à comprendre, mine de rien. Mais je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai eu la chance de donner des cours de breton à la mission bretonne. Et il y a un stand en bas qui est donc placé dans Réseau, qui est donc un petit stand pour les gens qui s'intéressent à la langue bretonne, qui peuvent venir, et puis on leur parle justement de cette langue, on leur propose de venir l'apprendre. Donc il y a des gens qui passent, et on entend beaucoup de choses, puisqu'il y a des grands kakémonos qui expliquent l'histoire de la langue bretonne, et je précise que ce sont des panneaux bilingues, bien sûr, pour que tout le monde puisse comprendre. Et on entend pas mal de gens qui disent des choses assez révélatrices. Donc tout à l'heure, un exemple, 2 jeunes femmes qui passent, et l'une dit à l'autre, moi quand même, je vois pas, je trouve ça bizarre quand même que la région donne de l'argent à des gens pour qu'ils fassent un stage en breton. Parce qu'après, en plus, ils vont rien en foutre. Voilà. 2 jeunes femmes, entre 20 et 30 ans. Donc, on engage la conversation, parce qu'on ne peut pas laisser passer ça, quand même. Et il apparaît qu'une de ces 2 jeunes femmes, c'est-à-dire non pas celle qui vient de s'exprimer, mais l'autre, connaît une amie qui a fait justement un stage, une formation sur plusieurs mois, et elle a été rémunérée pour cela. Donc, a priori, on a deux personnes de la même génération
qui se connaissent, qui sont certainement, qui vivent peut-être même en Bretagne toutes les deux. Mais vous voyez, il y en a une, le breton, à quoi ça sert, alors que l'autre ne pose pas de... Justement, je remercie Gaëlic pour l'interview qu'elle a donnée au Figaro, parce qu'il y a eu un très bel article, très belle interview dans le Figaro d'hier, je crois. Et il y a une question de ce matin, encore mieux, et il y a une question qui est posée par le journaliste du Figaro, et je pense que c'est très révélateur, mais ça c'est pour toutes les langues dites régionales, c'est à quoi ça sert? Donc tant qu'on se posera cette question, je pense qu'il y aura un problème de toute façon. À quoi ça sert? Oui. Bon, il y a des éléments d'optimisme. Hein. Moi, j'en rencontre presque tous les jours. Bon, il y a toujours des contre-exemples, hein, c'est sûr. Mais quand on voit des artistes comme Jan Tiersen, par exemple, qui décide d'apprendre la langue, mais pour lui-même, d'abord pour son usage personnel, parce qu'il se sent mieux dans cette langue, bon, qu'il n'avait pas connue avant, mais voilà, qui lui manquait quelque part. Il y a des choses parfois inattendues, hein, qu'on n'attend pas parce qu'on est habitué souvent à être dans un milieu militant. Mais là, je sors de chez moi l'autre jour, depuis quelques années, vous connaissez la fête des voisins. Bon, à Quimper, partout placardé dans la ville, la fête des voisins, Gouel en Amézaïenne. Hein, une affiche bilingue, voilà. Bon, à l'UJAC, qui est le club de basket de Quimper, par exemple, maintenant on utilise la langue bretonne pour commenter les matchs de plus en plus souvent. À Vannes, club de rugby, à chaque fois qu'il y a un match à Vannes, on chante le Brogos en breton au début des matchs, etc. Donc il y a quand même beaucoup de signes favorables comme cela. Bon, mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur une autre question. Tout à l'heure, on a parlé de droit linguistique. Je crois que c'est très important. Il ne faut pas hésiter à dire que c'est un droit. C'est un droit qui est reconnu par les organisations internationales. Et quand il y en a qui dénigrent la langue, l'usage de la langue, on peut leur dire que bon, c'est une infraction aujourd'hui. Bon, alors il manque de jurisprudence un peu sur la nouvelle loi qui vient de passer, mais il existe au niveau du Conseil de l'Europe une commission pour la lutte contre le racisme et l'intolérance. Et il est reproché à la France, par cette commission, de ne pas avoir mis dans la Constitution la question de la discrimination par rapport à la langue. Donc il faut faire évoluer les esprits et il faut travailler dans tous les milieux pour que, effectivement, le respect des personnes qui utilisent leur langue soit absolument reconnu. C'est un cas de racisme comme un autre. Alors, pour la question à quoi ça sert, il y a quelques années, il y avait Madame Loiseau qui était invitée sur France 3 et on lui a dit est-ce que vous avez signé la langue pour ou contre la signature de la charte des langues minoritaires. Elle a répondu quand on a... La ratification. Parce qu'elle est signée, en fait. Elle a répondu quand on a les problèmes d'environnement, quand on a les problèmes de chômage et qu'on a les problèmes de terrorisme, on a autre chose à faire que de s'intéresser aux langues minoritaires. On sait que l'environnement, ça passe par le local. Les solutions, elles sont locales. Il y a du vent en Bretagne, il y a du soleil dans le Sahara. Donc, c'est le local et donc la culture locale qui fait qu'on va pouvoir sauver la planète. Donc, la question des langues minoritaires et des cultures minoritaires, elle est primordiale. Le chômage. Il n'y a qu'à voir en Bretagne, toutes les entreprises maintenant font du brainwashing. On peut être pour ou contre, mais toutes les entreprises mettent des mots en breton dedans. Pourquoi? Parce que les gens s'installent en Bretagne, c'est une région qui a une plus grosse... d'immigration en Bretagne, et les gens viennent pour ça aussi, parce qu'on le voit bien encore dans l'étude, ils veulent voir des panneaux écrits en breton, même s'ils ne comprennent pas, ils ont envie de ça, ce qui fait qu'ils s'installent, ils restent sur place, ils ont l'impression d'être quelque part. Donc pour le chômage, la culture et la langue bretonne est importante. Et ensuite, il y avait la question du terrorisme. On se rend compte qu'en France, on n'est pas capable d'accepter ou d'intégrer des enfants d'immigrés de 3e génération qui sont nés français, qui un jour ont juste envie de zigouiller tout le monde, parce qu'on n'a jamais voulu intégrer leur culture. Et là, on se dit, mais on n'est pas capable en France d'intégrer des cultures qui sont là depuis des milliers d'années en France, on refuse même la langue, alors comment est-ce qu'on pourrait faire que les enfants descendants d'immigrés puissent se sentir eux-mêmes en France si on n'est même pas capable de se dire que les langues de France font partie de notre patrimoine national? C'est évident, c'est-à-dire qu'il
faut expliquer ça aux gens. Si des descendants d'immigrés de troisième génération ont envie de zigouiller tous les Français, c'est parce qu'ils ne se sentent pas français, parce qu'on leur a dit vous n'êtes pas français parce que vous êtes différents. Et ça vient d'où? Ça vient du fait que même quand ça parlait breton en France, on disait aux gens vous serez français quand vous parlerez français. Donc la question du terrorisme même actuel et du sentiment français, il vient aussi du fait que la France ne veut pas d'avoir de culture différente, on est tous dans le même moule. Donc à quoi ça sert les langues régionales? Ça sert à répondre à ces trois grandes questions-là que visiblement Madame Loiseau n'a pas su faire. Et donc je pense que souvent on a envie de parler de l'intérêt du bilinguisme et tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a un intérêt intellectuel et personnel, mais il y a aussi un réel intérêt économique et pour la cohésion de l'État. Si on arrive à se dire qu'on est dans le vivre ensemble et donc qu'il y a du breton en France et que ça fait partie du territoire national, dans ce cas-là, les descendants d'immigrés, eux aussi pourront se dire mais moi aussi j'ai une place dans la société avec ma différence. Et je trouve que c'est vraiment un très bon exemple, parce que si on n'arrive pas sur 50 ans, si on n'arrive pas sur 1500 ans à intégrer le breton en France, on n'arrivera jamais à intégrer les populations d'immigrés qui arrivent en France. Ça me paraît évident. Et puis je vais dire une dernière anecdote. Hier soir, une conversation, la nuit était bien avancée, j'étais avec mon téléphone et j'attendais que mes amis commandent, et j'entendais quelqu'un qui parlait de son désir de retourner en Bretagne. Et puis j'étais avec mon téléphone, et il y a un autre gars qui lui dit ouais, puis en plus en Bretagne, il n'y a pas tous ces gens avec leur téléphone comme ça. Alors moi je me suis retourné et je lui ai dit, je dis en breton aux gens, écoutez, moi j'étais juste en train de commander une bouteille, et puis ils ne comprenaient pas ce que je parlais, tout ça, et d'un coup celle qui décidait de revenir en Bretagne était devenue ah mais il parle breton, toute contente. Et ce que m'a dit le gars qui se demandait ce que j'étais en train de faire avec mon téléphone m'a dit ben, ça te sert à quoi de parler breton à Paris? Moi je parle portugais parce que ma femme est brésilienne, donc je parle portugais tous les jours, on ne me demande jamais à quoi ça sert de parler portugais dans la rue à Paris. Je parle brésilien, ça vient de l'autre bout du monde, personne ne me le demande. Par contre, tout de suite, ça te sert à quoi de parler breton à Paris? Donc ça, c'est... Voilà, on se rend bien compte qu'il y a deux poids, deux mesures par rapport aux langues. Le brésilien, c'est valorisé, le breton, ça fait plouc. C'est comme ça, c'est un fait, c'est pas bien. Si je parlais en brésilien dans un bar à Paris, c'est ultra top. Par contre, si je parle en breton, je me demande ce que ça fait là. Et puis ensuite, une dernière petite anecdote sur la richesse justement du bilinguisme. Je suis allé il y a 2 semaines chez les gens de ma famille qui Provel pour parler breton avec eux et je leur demande comment vous dites escalier. Et donc elle me dit des léchous. Je me dis, moi c'était escalier. Et du coup, je me dis, tiens, c'est bizarre, je vais chercher et je vois que ça vient des ressous, qui vient en fait de degré, le mot degré en français. Et là, je dis à ma femme qui est brésilienne, c'est marrant, le mot déléchou en breton que je viens de prendre de Guy-Provel, ça vient du mot degré, et vous, des marches, en portugais, vous dites deglaus. Elle fait, ah oui, tiens, les marches, l'escalier, c'est deglaus. Et elle me dit, j'avais jamais fait le rapport avec le mot graus, qui est le degré aussi en portugais. Et donc, j'ai fait apprendre la linguistique à ma femme brésilienne en passant par le mot escalier de Guy-Provel du Nord-Finistère. Donc je pense qu'il n'y a pas à se poser la question, c'est que c'est important, les langues et les langues minoritaires permettent de se connecter avec le monde entier. C'est-à-dire que à partir d'un simple mot appris dans sa famille, on arrive à revenir à la racine d'un certain mot et puis de faire un lien avec d'autres langues. Et donc je pense que ça sert, et on n'a même pas à se poser la question, et ça sert dans tous les domaines. Voilà. Et merci d'avoir organisé cette table ronde. D'ailleurs, pour te répondre par une toute petite anecdote, quand je galérais à apprendre mon vocabulaire en grec ancien, ma mère me filait des tuyaux, des fois des mots en breton, des mots similaires en fait, aux mêmes racines indo-européennes. Et mes enfants, toujours dans les anecdotes, pour s'aider à bien écrire les mots, et ben, ils passent toujours par l'italien. Éléphant, ouais, il y a une consonne qui met. On dit comment l'italien? On dit éléphante, j'entends T, donc j'écris T. Ils ont beaucoup. Et alors par rapport effectivement à la question de à quoi ça sert, il y a PISA, vous connaissez les dispositifs de l'OCDE qui charge l'évaluation des différents pays de l'OCDE, l'évaluation du système éducatif de ces pays. Et PISA nous dit qu'aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, dans la société du XXIe siècle, les compétences de base, lire, écrire, compter, ne sont plus suffisantes. On a besoin d'autres compétences, des compétences psychosociales, pour vivre dans un monde de plus en plus métissé qui est le nôtre. Un monde fortement marqué aussi par les vagues d'immigration. Et donc, il faut apprendre à gérer aussi la diversité.
à avoir le goût de l'autre, à développer l'empathie, la curiosité et la tolérance. Et ça, c'est rentré dans les indicateurs d'évaluation de PISA. D'autres réactions? J'ai une question, peut-être pour Tanguy Louarn. Vous parliez donc de la signature, la ratification de la charte des langues régionales et minoritaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a les possibilités, enfin c'est l'explication ou la justification qui est donnée parfois, est-ce que vous pensez que si techniquement c'était possible d'utiliser les langues régionales dans les services publics, alors ce serait possible ensuite de procéder au changement de la Constitution et alors de permettre d'avoir les écoles d'Iran réellement dans le système public et de pouvoir utiliser beaucoup plus les langues régionales. Est-ce que c'est un problème technique qui pourrait être résolu si on faisait une comparaison internationale, parce qu'il y a d'autres pays qui réussissent très bien à avoir plusieurs langues officielles et à utiliser plusieurs langues dans les services publics? Est-ce que si on apportait une réponse comme ça à l'administration, au Parlement, est-ce que ça pourrait provoquer un changement? Oui. Alors on a un peu dépassé la question de la charte européenne, je dirais, parce que si on ratifiait aujourd'hui la charte, en fait on a déjà dépassé les 39 dispositions qui ont été signées par la France dans leur application, comme c'était le cas d'ailleurs au moment où ça a été signé. Donc aujourd'hui c'est pas une bagarre. La bagarre elle se porte par exemple, comme on l'a fait par l'intermédiaire du réseau Hélène, hier, avant-hier au Sénat, puisque nous avons déposé des amendements pour qu'on puisse généraliser, par exemple, l'enseignement des langues régionales. C'est-à-dire qu'elles soient, au moins qu'il y ait une information, mais dans toute la France, dans tous les territoires, sur ce que sont déjà les langues régionales. Donc, qu'on reconnaisse leur valeur. On a aussi proposé des amendements, bien évidemment, pour la reconnaissance de l'enseignement par immersion. Alors aujourd'hui, ça bloque toujours. Mais ce qui était réconfortant dans les débats qui ont eu lieu au Sénat hier et avant-hier, c'est qu'on a vu une conjonction de sénateurs des différents territoires de la France, y compris des territoires d'outre-mer, qui sont tous et toutes intervenues dans le même sens, pour dire oui, il faut reconnaître la valeur et l'usage des langues régionales dans tout leur territoire. Et on a senti un ministre Blanquer qui répondait aux questions, mais qui était dans ses derniers retranchements, à tel point que pour s'opposer au vote de ces amendements par les sénateurs, il a dû faire appel à ce qu'on appelle le vote public, c'est-à-dire qu'ils ont fait voter les absents, qui n'avaient pas participé au débat. C'est-à-dire que certains sénateurs ont le pouvoir des autres sénateurs, et donc ils ont tous mis en bloc toutes les voix pour pouvoir s'opposer à ces amendements sur lesquels on voyait bien que la majorité des présents était favorable. Donc je pense qu'il faut continuer ces combats-là en interne pour que enfin la France se mette au niveau du droit international, puisque ce droit il est reconnu. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, la France ne pourrait pas rentrer en Europe parce qu'elle ne remplit pas les critères de Copenhague, qui comprennent notamment la reconnaissance du droit des minorités, qui n'existe pas en France. Juste peut-être pour compléter, parce que madame, il me semblait que vous demandiez si le problème était une question de traduction. Mais le problème, il est constitutionnel. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est changer la Constitution. En fait. Le problème est dans le sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer la Constitution parce qu'on dit de toute manière à quoi ça sert, qu'il y aurait un gros problème technique. Si on offrait d'abord la solution technique, peut-être que ce serait plus facile ensuite. Alors les dernières tentatives sous François Hollande, c'était vraiment changer la Constitution pour permettre que la ratification ne soit plus anticonstitutionnelle. En fait, c'était
plutôt ça. Enfin, c'est la Constitution, en fait, dans son article 1er, son article 2, qui ne permet pas de distinguer. Oui, et puis ne permet pas de distinguer des droits spécifiques à des groupes d'individus, parce que tous les citoyens sont égaux en droit. Donc ça bloquera toujours, et même si c'est tiré par les cheveux, c'est ce qu'on ressort toujours. Oui, c'est une question d'interprétation après. Ouais, exactement. Oui, une petite précision. Bon, pour la Corse, par exemple, il y a un article qui dit que le corse est une matière enseignée sur le temps scolaire. Alors, c'est ce qui permet de généraliser l'enseignement du corse. Alors, pour éviter ce problème constitutionnel, on dit que ceux qui ne souhaiteraient pas avoir l'enseignement du corse peuvent être dispensés. Mais on est dans des situations complètement aberrantes parce que pourquoi, par exemple, l'histoire et la géographie est obligatoire et pourquoi en Corse, l'enseignement du corse ne serait pas obligatoire également? Quelle est la raison? La raison, c'est que tout le monde devrait parler le corse sur toute la France. Non, ça ne tient pas la route. Donc, il y a cette conception d'uniformité. L'égalité est considérée comme une uniformité, mais c'est d'abord un problème idéologique avant d'être un problème constitutionnel et un problème politique. D'abord, ce qui a bloqué au départ de la rectification, c'est parce que le breton est enseigné en langue immergée. On apprenait le breton en première langue et le français en deuxième langue. Ça n'a pas marché, ça ne faisait pas à nos gouvernements de l'époque. Et après, ce qui a remis beaucoup en service, c'est même à la Civole, au Stade de France. Ouais. Et aujourd'hui, on apprend le breton à l'école, mais pourquoi? Mais c'est à l'école encore parce que les Bretons ne connaissent pas leur histoire. Là que le bas blesse. Oui, vous dites que les Bretons ne connaissent pas leur histoire. Il me semble effectivement qu'il est urgent, en fait, de diffuser la connaissance sur l'histoire récente, parce que nous sommes entre initiés, sympathisants des langues minoritaires, mais effectivement, dans d'autres milieux, les gens se demandent à quoi ça sert, et en fait, n'ont même pas connaissance que parfois même leurs grands-parents ont été punis et humiliés pour avoir parlé une autre langue, parce que ça a été tabou à un moment. Enfin, et en fait, moi, dans mon travail à la DGLFLF, j'ai remarqué qu'il était très important de porter cette connaissance d'un savoir d'une histoire très récente, qui en fait est devenu tabou, mais sans doute ça tient aussi d'une idéologie. On devrait quand même aussi s'ouvrir à ça à l'école, peut-être avoir un peu une ouverture à la sociolinguistique dès l'école primaire. Moi, ça me paraît très intéressant pour connaître l'histoire de notre pays et de notre famille même. Un grand merci pour cette table ronde et de nous laisser aussi la parole. Alors je voulais rebondir un petit peu sur à quoi ça sert, parce que moi je suis de ces enfants qui ont bénéficié des écoles bilingues dans l'enseignement privé en Bretagne, dans le Morbihan. Je viens d'un petit village qui s'appelle Locoal-Mindon. Et donc on était les premiers à subir ce à quoi ça sert en tant qu'enfant. Et aussi je voulais proposer des solutions, des arguments pour justement quand des gens vous disent à quoi ça sert. Donc vous avez parlé du marché, des risques psychosociaux que je trouvais très pertinent. Je voulais juste proposer aussi un petit peu de développement. En tant qu'enfant dans ces classes bilingues, par exemple, on n'avait pas le droit de faire les sorties scolaires avec le reste des classes qui étaient juste en français. Donc on était obligé de faire notre voyage scolaire non pas au Futuroscope, mais dans un petit coin des Monts d'Arrée. Et donc on le vivait vraiment très mal en tant qu'enfant parce que ça nous paraissait tellement incroyable d'aller jusqu'au Futuroscope. Et puis non, en fait, juste parce qu'on faisait breton et qu'on était différents, on n'avait pas accès à ça. Et souvent, effectivement, au sein même de notre famille, ma mère a dû expliquer plusieurs fois à quoi ça servait d'apprendre le breton.
Et là, enfin, j'ai un peu réfléchi et je me dis, mais effectivement, il y a beaucoup de brainwashing, le marché est très important, il y a une vraie demande du breton, donc ça crée des emplois. Il y a des services, enfin tous les gens qui sont employés à Coop-Braise pour produire des livres en breton, tous ces gens qui font des contes pour les enfants et qui sont en breton, qu'on a eu aussi nous en tant qu'enfants, on a pu en bénéficier. C'est tout un marché et puis une demande et des emplois, c'est très précieux finalement. Et peut-être qu'on ne fait que répondre à une certaine demande du marché, demande de clients. Enfin, j'essaie d'imaginer ce que les gens peut-être pourraient accepter comme réponse à ce à quoi ça sert. Un côté pratico-financier. Voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui œuvrent et qui font tourner une économie autour du breton. Et donc, à quoi ça sert? Ça sert effectivement à beaucoup de choses. Oui, en fait, je cherchais, mais je ne l'ai pas dans mon PowerPoint ici. Je voulais vous montrer un graphe qui montre, c'est l'Office public de la langue bretonne qui en est l'auteur. Vous trouvez tout ça sur leur site, qui est très bien fait. Il y a plein de sources intéressantes sur le site de l'Office de la langue bretonne sur l'enquête de Carré, par exemple, ou une analyse de l'enquête sociologique de 2018, et plein de choses comme ça, en breton comme en français. Et il y a un diagramme qui montre le marché du travail en langue bretonne. Et quand même, malgré tout, je crois que c'est à 90% dans l'enseignement. Toutes les formes d'enseignement, de la maternelle jusqu'au stage de 9 mois, en passant par l'université, les cours du soir, tout ce que vous voulez. Donc effectivement, il y a du travail, mais pour les gens qui veulent faire autre chose que d'être enseignants, le secteur reste encore petit pour l'instant. Il est en croissance, évidemment, hein, mais il est petit par rapport au Pays Basque Sud, à la Catalogne, au pays où la langue a une reconnaissance officielle, une co-officialité. Alors, juste entre nous, j'aimerais savoir, on peut le trouver, on peut l'avoir, ce qui m'intéresse personnellement. Ça pose aucun problème que vous l'envoyiez à quiconque comme à vous. Enfin, il suffit d'envoyer à Pierre Breton votre adresse mail, par exemple. Votre adresse mail, et puis j'autorise tout à fait Pierre Breton de vous envoyer ce PowerPoint. Et en fait, je vais répondre à la question à quoi ça sert, pas du tout en termes économiques, mais en termes de juste bien-être, ouverture à la diversité, à la pluralité, et puis enrichissement personnel, linguistique personnel. Et je vais le faire avec des mots de Valérie Zenarty, l'écrivaine, qui dit « Le français était une brioche borée, l'arabe un mélange de pain et d'olive, et plus tard l'hébreu a eu la consistance d'un fruit vert et acide qu'il fallait mâcher longtemps, mais dont le jus me rafraîchissait. » Voilà, on est vraiment dans ces visions du monde, dans ces diversités de goûts, de saveurs que les langues peuvent offrir à chaque locuteur. Au-delà de toute question économique. Oui, bonsoir. Dans le cadre de la question à quoi ça sert, qui est certainement la plus intéressante, il ne faut pas oublier que tous les peuples du monde ont besoin de vivre dans une civilisation, dans leur histoire contemporaine. Et si les Bretons se sont francisés, c'est qu'ils avaient une culture issue de la civilisation bretonne du Moyen-Âge, mais qui n'avait pas de civilisation moderne. Et mieux vaut une civilisation étrangère à un peuple que pas de civilisation du tout. C'est ce qu'ont bien compris les éditions Prédère de Plomelin, Ploveil, qui publient des dictionnaires scientifiques de médecine, d'informatique, etc., pour répondre à un besoin d'une nouvelle civilisation, non pas bretonne, provinciale, française, mais brésonne, nationale, européenne. Il ne faut pas oublier que les Bretons ne sont pas des imbéciles, ils ne vont pas apprendre une langue qui ne leur sert à rien pour être de mauvais Français qui parlent une langue qui n'est pas la langue de la civilisation française. Donc,
tous les espoirs sont permis dans le changement de civilisation qui commence à s'opérer au XXIe siècle, puisque la France jacobine centraliste est incluse dans le monde du libéralisme et du mondialisme qui détruit la vie sur Terre. Il y a forcément un changement de civilisation dans laquelle peut s'inscrire cette nouvelle civilisation présente en germe. Oui, je voudrais dire qu'effectivement, il va y avoir une nouvelle civilisation, parce que la civilisation actuelle ne peut pas perdurer. Je lisais un article de Yves Cochet dans la revue que vous connaissez certainement en breton, qui faisait quelques comparaisons. Aujourd'hui, en France, il y a 40 millions de véhicules automobiles, qui roulent à l'essence ou autre chose, pour 66 millions d'habitants. En Chine, il y a 100 millions de véhicules pour 1,5 milliard d'habitants. En Chine, il y a 300 millions d'habitants qui ont le même niveau de vie que le niveau de vie européen moyen. C'est-à-dire que si l'ensemble de la planète devait arriver au niveau de vie que l'on a ici en Europe, on a calculé, enfin les scientifiques ont calculé que les ressources qui existent dans la Terre, en énergie, en métaux, etc., il faudrait 3 planètes. Donc c'est totalement impossible. On va dans le mur. Donc il va falloir avoir une civilisation qui ait d'autres valeurs que les simples valeurs de la possession, de la voiture, de la maison, des autoroutes, etc. etc. Et c'est effectivement dans cette nouvelle civilisation qu'on va pouvoir développer de nouvelles valeurs, non pas les valeurs de domination de certains peuples sur d'autres, mais les valeurs d'égalité. Et c'est pas l'égalité artificielle qui est en fait l'uniformisation à partir d'un pôle pour que tout le monde soit pareil. L'égalité, c'est que toutes les personnes, toutes les cultures sont égales en dignité et en droit, comme le sont les êtres humains, et donc qu'il faut avoir une société de fraternité, effectivement, et non de domination. Alors je voudrais lire un article, enfin une interview qui vient de paraître, c'était il y a quelques jours, d'Enes Prigent. Alors c'était sur toute une page, toutes les éditions d'Enes Prigent, chantre breton d'une Europe bariolée. Et voilà, j'ai trouvé très, très intéressant ce qu'il disait. Je vais essayer de vous le lire, si je vois assez clair. Alors, on ne peut pas parler de biodiversité si on ne parle pas de diversité des langues et des cultures. Les deux sont liés. Le monde n'est pas un grand champ de maïs. Ah, c'est truc avec. N'est pas un grand champ de maïs où nous serions tous des épis bien rangés. C'est une prairie avec 1000 espèces de fleurs différentes, chacune sous sa forme, son parfum, sa couleur. La Bretagne est une de ces fleurs. Voilà. Alors, je voulais rapidement dire quelque chose à propos des créoles. J'ai fait partie d'une association qui vient seulement de se dissoudre, qui s'appelait le CCBH, Collectif pour le Bac dans l'Hexagone. Et nous avons acquis de haute lutte le droit de passer, enfin, en tout cas de faire passer à nos enfants, des épreuves de créole. Et ça rejoint une intervention tout à l'heure de Tanguy. Mais les gouvernants, c'est pas eux qui font avancer les choses, ce sont les peuples, les associations. Et on nous a imposé des tas d'arguments avant que nous n'arrivions à cette situation. On nous disait par exemple, oui, mais on ne peut passer le bac que dans les endroits, le bac créole, que dans les endroits où on parle le créole. Alors on leur a retourné l'argument et pendant un moment, à l'époque c'était un certain Sarkozy qui était président,
il était dit que la région parisienne, c'était le 5e dôme. Bon, c'est un terme que j'aime pas, département d'outre-mer, etc. On leur a dit, ben voilà. Oui, mais dans les endroits où on parle créole, on a dit, ben nous on parle, on est très vivant, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de manifestations qui se font en créole. Et c'est ainsi qu'on a obtenu d'abord, alors je vous passe les détails, d'abord les épreuves obligatoires, puis ensuite les épreuves facultatives pour permettre aux enfants de faire remonter leur moyenne. Tu en parlais tout à l'heure, Tanguy, d'une certaine manière. Voilà, donc de haute lutte, on a acquis ça et on a eu, on nous a opposé d'autres arguments et chaque fois on a répondu. Et moi-même dans le tissu associatif, j'ai été très actif pour ça. Et puis là maintenant, nous venons de dissoudre l'association, mais le travail continue. Voilà, merci. D'ailleurs, la journée internationale de la langue et de la culture créole est célébrée dans les Outre-mer, mais pas seulement, elle est célébrée très fortement à Paris. Merci Gaël. Nous avons commencé il y a longtemps. Nous avions une journée, nous avons fait ça, journée créole internationale. Et ensuite, nous avons fait, certaines associations ont fait le temps créole. Ensuite, il y a eu la semaine créole, ou 2-3 jours. Et maintenant, nous avons le mois. Tout simplement, et Gaël nous a prêté main forte au cours de ça. Je suis dans une association qui s'appelle, une compagnie qui s'appelle Tifecapo, et nous aurons notre mois créole en octobre. Merci. Alors on va prendre une dernière question, parce que nous devons libérer la salle. Ok, merci beaucoup. Donc, plus qu'une question, c'est peut-être un élément de réponse aussi à ce que différentes questions qu'on se posait tout à l'heure sur l'utilité d'apprendre une petite langue comme le breton, ou je ne sais quelle langue amérindienne parlée en Guyane par exemple. Et puis ce que disait Anna sur la question du bien-être, qu'on peut gagner en apprenant ces langues-là, je pense que plutôt que de se poser la question de savoir ce qu'on a à gagner, c'est peut-être plutôt savoir ce qu'on a à perdre quand on décide de liquider une langue de fond en comble, comme on a tenté de nous le faire faire en Bretagne par exemple. Et voilà, il y a des études internationales très très sérieuses, très très poussées qui ont montré que par exemple dans les communautés linguistiques où ça s'est passé de façon la plus violente, c'est-à-dire chez les Amérindiens du Canada ou chez les autochtones d'Australie, on se retrouve avec des taux de suicide absolument effroyables, toxicomanie, criminalité, obésité, problèmes de santé, je ne vous parle pas du chômage, de l'emprisonnement de masse, etc., etc. En Bretagne, on n'en est pas passé loin du tout. Voilà, les indicateurs de suicide sont montés en flèche de façon concomitante avec la non-transmission de la langue. Maintenant, vous vous trouvez avec des jeunes Alsaciens qui se retrouvent au chômage parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler en Suisse ou en Allemagne parce qu'ils ne parlent pas la langue, etc., etc. Je crois que les champions du suicide en France, ce sont les jeunes Amérindiens de Guyane qu'on envoie plusieurs mois loin de leur famille, dans des pensions, dans des grandes villes où voilà, ils se retrouvent dans l'incapacité de pratiquer leur langue et en situation d'acculturation complète. Donc voilà, il y a énormément de choses à perdre quand on décide de ne pas transmettre une langue, ou en tout cas de ne pas la laisser apprendre. Et voilà, c'est au moins à ça que ça sert, c'est-à-dire maintenir une communauté linguistique dans la meilleure santé possible. Et voilà, j'espère que les erreurs qui ont été faites sur le sol métropolitain, on va pouvoir essayer de faire moins grave, moins mal outre-mer maintenant. Je pense à la Polynésie, à Mayotte, à la Réunion, aux Antilles bien sûr, et puis à la Guyane, à la Nouvelle-Calédonie, où pareil, un taux d'échec scolaire absolument scandaleux si on compare avec la population non autochtone. Voilà. Donc je ne sais pas si ça appelle à des commentaires de votre part, j'en serais... Non, juste un petit commentaire. Moi, dans le cadre de mes fonctions, j'ai été amenée vraiment à défendre le fait que le taux d'illettrisme est corollaire justement le taux d'illettrisme est lié en fait à la non prise en compte des langues premières. Et donc ça c'est un message qui est aujourd'hui bien passé à la DGLFLF et au ministère des Outre-mer, parce qu'on nous a demandé beaucoup de notes, notamment dans le cadre des assises des Outre-mer. Là, ils se sont enfin posé la question des langues. Et donc bon, ce message est passé, mais c'est pas évident de le faire passer dans le cadre des ministères.
Alors peut-être nous allons clôturer cette table ronde maintenant et continuer les festivités ailleurs. Avant de vous laisser partir, je tenais à remercier tous les organisateurs de cette table ronde, donc la Mission Bretonne et les membres du CA, et tout particulièrement Françoise Le Boisiou et Benjamin Lacour, et toute l'équipe de bénévoles avec qui nous avons travaillé, Marie Abriou, Nicolas Lemoine, Geoffrey Roger, Gaël Simon, Camille Lefloc, Yann Moulas, Cyril Guidian, et surtout je voudrais adresser des remerciements tout particuliers à Gun Guyader, la cheville ouvrière de cet événement et l'initiatrice